à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous. Ce Radio Laser à la Cantorade ARPA vous propose de parler d'un beau projet de service d'autonomie à domicile sur notre territoire. Celui-ci a été initié par un décret de juillet 2023 du Code d'action sociale et des familles qui donne obligation aux SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, de se mettre dans ce cadre-là. Et c'est une injonction aussi des financiers, à savoir l'ARS et le conseil départemental, de rentrer dans ce cadre dont je parlais tout à l'heure. C'est un cadre réglementaire pour constituer ces SAD. On en reparlera tout à l'heure. Nous recevons donc des représentants des structures porteuses de ce projet, Madame Sylvie Flatteau, Madame Émilie Postal, Madame Sandrine Guillou devait venir, mais malheureusement elle n'a pas pu venir. Bonjour Madame Sylvie Flatteau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Amélie Postal. Bonjour. Eh bien, nous allons faire une toute petite introduction quand même, à savoir que, vous le savez, le maintien le plus longtemps possible à domicile est souhaité, et même a toujours été souhaité, avec quelques exceptions, par les seniors. Et pas que par les seniors d'ailleurs. La France a eu beaucoup de retard à ce sujet, et elle les rattrape. Et les pays nordiques, notamment, font figure de précurseurs. Et sur notre territoire, des efforts sont faits depuis plusieurs années. Et là encore, vous allez en avoir la preuve aussi. Certains faits relatés dans quelques EHPAD font peur. On connaît des ouvrages, ou un ouvrage dont deux qui était paru. Mais celui de Guichen, entre autres, est plutôt apprécié par les bénéficiaires et les familles, et pas que celui de Guichen. Par ailleurs, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a donc, comme je l'ai dit, lancé cette invitation à agir. Quand on dit invitation, on pourra peut-être le préciser par la suite. Et donc, nous allons, dans un premier temps, présenter nos invités et les structures qu'ils représentent. Et donc, les invités, les personnes, c'est important, bien sûr, leur histoire aussi, mais les structures, c'est important aussi de comprendre comment elles fonctionnent. Et donc, on va demander tout d'abord à Madame Sylvie Flatteau, si vous permettez, je vous appellerai Sylvie, n'est-ce pas ? Oui, pas de souci. De nous dire sa fonction déjà, elle est présidente, et de nous présenter l'ensemble de la structure ici à Guichen. Alors moi, je n'ai pas été parachutée comme ça, d'un seul coup sur ce service. J'ai été élue au sein du conseil municipal de Guichen de 1995 à 2020, oui. Avec 3 mandats en tant que conseillère municipale et 2 mandats en tant qu'adjointe. Et c'est dans cette fonction en 2008 que j'ai découvert et que je me suis impliquée. Vous étiez adjointe aux affaires sociales. D'accord, merci. Et c'est par cette fonction donc, que j'ai découvert le SIAD, entre autres, puisqu'avant, j'ai quand même été aussi au service du CLIC, du CCAS, de Guichen, oui. À l'EHPAD, à Action. Et j'ai été élue en 2017 comme présidente au SIAD, au service de soins infirmiers à domicile, qui est une association privée à but non lucratif et financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'autorisation mise en place de ce service a été validée en 1992 par l'ARS. Et l'ouverture de cette activité a été faite en 1995. Et elle comptait à la base, au départ, 20 places pour des personnes âgées. Au fil des années, nous avons vu une progression du nombre de places attribuées pour les personnes âgées, atteignant en 2025 65 places. Ah oui, c'est une belle progression. Mais c'est progressif, ça a été tant de places en bien sûr. Voilà, c'est pas d'un seul coup. D'accord. Mais avec également en 2004, ce qui était quand même extraordinaire en plus, 5 places pour les personnes en situation de handicap, ainsi que 5 places supplémentaires de personnes en situation de handicap en 2025.
En 2012, le SIAD a eu l'opportunité d'ouvrir une équipe spécialité, c'est Alzheimer, ESA, qu'on appelle ESA plus couramment, qui compte à ce jour 11 places, et ce, en partenariat avec le SIAD de Plélan-le-Grand-Val d'Anast. Notre association fonctionne comme toute association, avec un conseil d'administration, et le nôtre est constitué de 11 bénévoles, membres de bénévoles. Et ce conseil d'administration a un pouvoir décisionnel stratégique de l'association, tout en veillant aux intérêts de cette dernière et à l'atteinte de nos objectifs et de nos missions. On doit également assurer la mise en œuvre des décisions prises lors de l'Assemblée générale, gérer les affaires courantes, participer aux différents groupes de travail, comme en ce moment avec la mise en place du SAD, le service autonomie à domicile. En ce qui concerne le personnel de l'association ainsi que le travail sur le projet du SAD, je laisse la place à notre directrice qui est la mieux placée pour en parler puisque c'est elle qui encadre les salariés et qui a travaillé et travaille encore pour ce projet. Merci beaucoup Sylvie pour nous avoir éclairé sur toute cette histoire qui est belle, c'est une belle histoire, hein, tout à fait. Vous avez bien progressé. Et donc on va demander donc maintenant à Madame Amélie Postal, Amélie, de vous présenter brièvement. On ne va pas remonter à l'enfance parfois. On s'intéresse pourquoi une personne a voulu faire ce choix de carrière, etc. Ça, bon, on ne va pas faire ça. C'est pas l'objet. C'est pas jamais, on le fait parfois parce que c'est intéressant pour les auditrices et les auditeurs. Mais bon, on ne va pas le faire là. Et donc nous raconter un tout petit peu votre évolution et votre implication. Et puis surtout... nous donner quelques précisions sur le fonctionnement. Donc moi, je suis directrice du SIAD et de l'ESA d'Autonomie Service, donc sur le territoire Guichen-Bain-de-Bretagne, qui s'étend sur 15 communes. J'ai commencé à travailler au sein de l'association en 2017 avec un parcours au préalable d'infirmière et d'infirmière coordinatrice en EHPAD durant 10 ans. Et donc, je suis arrivée au SIAD en tant qu'infirmière coordinatrice, puis j'ai repris la direction du service en 2019. C'est quoi être infirmière coordinatrice, finalement ? Infirmière coordinatrice, c'est être le lien entre la direction en fait, et les salariés. C'est assurer, effectivement, comme le nom le porte bien, à la coordination, en fait. Alors, dans les EHPAD, c'est différent qu'en SIAD, parce qu'on est une infirmière coordinatrice aussi en SIAD. Mais en EHPAD, c'est effectivement assurer la coordination des interventions sur place. C'est s'assurer que les équipes ont les formations nécessaires. C'est s'assurer que les soins sont prodigués selon les bonnes démarches qualité. Bien sûr. Voilà. Et du coup, donc, l'association Autonomie Service a pour but d'accompagner, donc, comme me disait Madame Flateau tout à l'heure, a pour but d'accompagner les personnes âgées et personnes en situation de handicap pour des soins d'hygiène pour le SIAD. Après, on a aussi donc l'ESA, qu'on appelle maintenant plus équipe mémoire, qui intervient auprès de personnes présentant des troubles cognitifs. Toutes nos interventions ont lieu à domicile. Alors, à domicile, ça peut être aussi dans les foyers de vie. Voilà, on n'intervient pas en EHPAD, mais on peut intervenir dans des foyers de vie. Pour ce faire, en fait, notre équipe est constituée d'encadrants, donc les ergothérapeutes, infirmières coordinatrices. On a également une psychologue, une assistante de direction et moi-même. Et surtout, nous avons des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs et sociaux, qu'on appelait autrefois AMP. Et nous avons également des assistantes de soins en gérontologie qui, elles, interviennent au sein de l'équipe mémoire. Donc, les compétences qu'on attend essentiellement de nos équipes, ce sont l'esprit d'équipe, justement, tant entre elles qu'avec nous, qu'avec d'autres intervenants à domicile. Donc, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les infirmières libérales. On attend également un esprit d'initiative et une capacité à être autonome, parce qu'elles sont seules à domicile, contrairement effectivement aux structures où elles peuvent se reposer sur leurs collègues qui sont dans les chambres à côté. Nous, ce n'est pas le cas. Elles sont seules à domicile. En général, ces aides-soignantes ont déjà une expérience. Elles sont diplômées, bien sûr. Alors, elles sont diplômées. C'est une obligation pour travailler en SIAD. Elles ont une expérience
en général, oui, où vous recrutez? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Elles sont formées sur le tas aussi. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Alors fréquemment, on recrute en fait des anciennes élèves aides-soignantes qui ont fait un D'accord. stage chez nous D'accord. et qui du coup après décident de contractualiser avec notre association. D'accord. Ok. Et donc, vous avez à évaluer des problématiques qui peuvent se présenter au domicile, souvent. Toujours. Mmh. En fait, quand on intervient, on fait Toujours toujours. au domicile, bien sûr. Non, mais on est toujours obligé d'évaluer. On fait toujours une évaluation à domicile. Alors, l'infirmière coordinatrice le fait toujours en deux temps. On a d'abord ce qu'on appelle une entrée administrative. Et c'est l'entrée ici pour laquelle l'infirmière coordinatrice va prendre le temps de faire connaissance avec la personne et ou les aidants. Et en second temps, il y a une évaluation en fait des capacités en soins d'hygiène avec l'infirmière coordinatrice et une aide-soignante. D'accord. Et vous travaillez en relation, bien sûr, avec les infirmières libérales, avec les kinésithérapeutes qui interviennent au domicile, non? Comment Oui, ça se oui. passe? On conventionne en fait avec les infirmières libérales de notre territoire. Donc, toute intervention à domicile, en fait, on prend un temps d'échange avec l'infirmière libérale qui interviendra pour des soins plus ou moins techniques. Ça peut être Ce juste qu'on un appelle les soins pilulier. techniques, c'est ça. Alors, ça peut être un pilulier, un soin basique, comme ça peut être un soin beaucoup plus complexe. Ça fait effectivement des pansements qui sont assez lourds. Donc, notre objectif est de permettre de bien ou de mieux vieillir à domicile dans un environnement familier. C'est vrai qu'ils sont chez eux, donc du coup, l'environnement est plus familier. Du coup, ils sont plus sereins. Et l'idée est de permettre aux bénéficiaires de rester le plus longtemps à domicile. Et du coup, d'où cette réforme qui vient justement pour favoriser le maintien à domicile. Donc le décret du 13 juillet 2023 sur la réforme SAD, donc service autonomie à domicile, a été mis en place par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, afin de développer la collaboration interservices, donc avec un service d'aide et un service de soins infirmiers à domicile, et de proposer du coup une activité d'aide en plus de l'activité de soins. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une injonction. Les SIAD n'avaient pas le choix. Les SAD, donc services d'aide à domicile, comme la DMR, eux, avaient la possibilité de ne pas, de ne pas ajouter un service de soins, mais les SIAD avaient cette obligation. Mais cette injonction, au point de départ, elle est venue du ministère, carrément, du ministère de la Santé, oui. C'est ça? Oui, c'est national. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça touche tous les SIAD. Tous les SIAD de France et de Navarre. D'accord. Et du coup, c'est également l'objectif est de simplifier le parcours des personnes accompagnées afin qu'il n'ait qu'un seul interlocuteur. C'est vrai que hier, on appelle le SIAD pour le soin infirmier à domicile et on appelait les aides à domicile, enfin les SAD, pour tout ce qui est entretien du logement, ce qui est de l'accompagnement du quotidien, je dirais une aide à la toilette, parce que les aides à domicile peuvent intervenir pour une aide à la toilette. Demain, en fait, ils appelleront un seul service pour la globalité des interventions. Donc, il y a des échanges aussi avec les aides à domicile, bien sûr. Alors, aujourd'hui, ils existent déjà, effectivement. On ne peut pas faire sans... Aujourd'hui, il y a déjà des échanges entre les... Sans doute. C'est bien pour ça qu'on a une infirmière coordinatrice aussi. Son rôle est là, et de faire du lien entre les services. Et on y reviendra peut-être, mais pendant qu'on y est, on peut en parler aussi. Les liens avec la famille, comment ils se font avec la famille du patient que vous suivez, ce qu'on appelle les aidants. Donc, vous avez des relations forcément avec oui, ces personnes. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand on fait une intervention, une évaluation à domicile, on prend un temps avec les aidants pour échanger, justement, pour connaître aussi leurs attentes, leurs besoins, dans quelles mesures ils vont s'impliquer dans l'accompagnement. Parce que, alors nous, on est là pour aussi les soulager de tout ça, parce que ça peut être un poids qui est lourd au quotidien. Donc, on est là pour les soulager aussi de cette charge. Donc, on les accompagne au mieux. On met en place aussi, au sein d'Autonomie Service, un atelier d'aide aux aidants, donc avec notre psychologue, qui crée ce temps d'échange qui permet d'identifier des leviers, des difficultés. Voilà, chacun peut... poser sur la table, en fait, leurs difficultés, et puis d'autres vont pouvoir apporter des solutions. Donc, on essaie de mettre ça en place également au SIAD. Alors, malheureusement, quand la personne est plus en
en souffrance physiologique, on va dire, l'HAD intervient éventuellement, ou vous laissez la place à la HAD? Comment les choses se passent? L'HAD, c'est un peu plus complexe, parce que l'HAD, il y a des critères d'inclusion qui sont très précis, très normés. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai que si on a un accompagnement qui est lourd, mais qui ne nécessite pas de soins hospitaliers, justement, c'est pour ça que l'HAD intervient. En fait, ils ne viendront pas au domicile des personnes, mais effectivement, on a du lien aussi avec l'HAD. Est-ce qu'on a fait le tour, là? Oui, alors après, je tiens à préciser que du coup, comme Madame Guillou, du coup, représentante de l'ADMR, ne pouvait pas se rendre disponible. C'est quoi l'ADMR? Vous avez reçu des délégations pour vous exprimer à sa délégation, peut-être pas, mais voilà. Donc l'ADMR, c'est une association de services à la personne. Et donc, du coup, dans le cadre du SAD, on a conventionné avec l'ADMR de Guichin-Bourg-des-Comptes, Bain-de-Bretagne-le-Sel et Guy-Primessac. 3 sites. 3 sites, parce que la réforme SAD impose que l'intégralité du territoire SIAD soit couvert par le SAD avec qui nous conventionnons. L'ensemble de ces territoires correspond à combien d'habitants? 70 000 par là, ou plus ou moins? Je sais pas. Honnêtement, je serais incapable de vous dire. Je sais qu'on intervient sur 15 communes. Après, le nombre exact d'habitants, je ne pourrais pas vous dire. On se renseignera, mais enfin bon, c'est pas un problème. Merci. Donc alors, l'ADMR, c'est une structure très très ancienne aussi. Hein. Oui, c'est une structure ancienne. Effectivement, c'est notre partenaire privilégié sur le territoire parce qu'ils sont implantés partout. Concrètement, ils sont implantés partout et voilà, on a décidé de se rapprocher d'eux parce qu'effectivement, on avait déjà cette collaboration qu'on évoquait tout à l'heure, elle était déjà existante parce qu'ils couvrent l'ensemble de notre territoire. Et puis un point qui est non négligeable, ils sont sous la même convention collective. Ce qui permet d'avoir les avantages sociaux équivalents d'une structure à une autre pour les salariés. Bon, maintenant, on va peut-être aussi préciser l'Agence régionale de santé. Vous avez envoyé ce projet au ministère, à l'Agence régionale de santé. Alors, pas au ministère. Quelle structure? Pas au ministère. On l'a envoyé à l'ARS et au conseil départemental. Donc, c'était le 19. D'accord. Alors, parce que les structures qui vous financent, ce sont d'une part le conseil départemental pour l'ADMR, c'est ça? Tout à fait. Et pour vous, c'est l'ARS. C'est ça, hein? D'accord. Et donc, vous avez envoyé à l'ARS... Ah non, vous avez envoyé l'ensemble. J'ai envoyé l'ensemble, effectivement, à l'ARS et au conseil départemental. Donc, attention, nous n'avons envoyé qu'une convention de coopération transitoire. C'est la première étape, effectivement, pour répondre au cahier des charges de la réforme SAD. Pourquoi transitoire? Parce qu'elle a une durée limitée. Voilà, on a 5 ans maximum. 5 ans. Pour se mettre en conformité avec l'intégralité du cahier des charges. Et l'objectif, entre guillemets, ultime, est d'arriver à une entité juridique unique. Ah oui. Oui. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Enfin, à 5 ans. Si on est prêt avant, pourquoi pas, mais on a une deadline de 5 ans maximum. Oh, c'est bien, un deadline de 5 ans quand même, ça peut... Ça nous laisse le temps de faire les choses, c'est pas tranquillement, mais l'idée c'est de faire les choses sans se précipiter et en ayant le temps de réflexion. Ok, donc ça a été envoyé récemment, c'est ça, c'est tout récent? C'est ça, c'est tout récent. Vous aurez une réponse, vous savez... Et ils ont quel délai? Ils ont 6 mois pour nous donner réponse. Il y a sûrement beaucoup de projets aussi, puisque c'est à l'échelon national, hein, c'est ça. Hein, donc on n'est pas les seuls. Donc 6 mois, quoi. Ça va être... C'est vrai. Bien. Alors maintenant, donc, on va peut-être s'intéresser à la présentation du projet, si vous le voulez bien, n'est-ce pas? La présentation du projet, donc il y a un cadre réglementaire. Oui. Alors... Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce cadre réglementaire? Le cadre réglementaire, c'est le décret de juillet 2023 qui, effectivement, a permis d'éditer un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, un certain nombre d'éléments sont à mettre en place dans, justement, ce délai de 5 ans. Et donc, là, en soi, c'est un projet de service de 2025 à 2030. Hein, c'est ce que vous avez dit. C'est ça, les 5 ans. Parce qu'au bout de ces 5 ans, eh bien... on va voir, vous verrez. Il y aura un nouveau projet de service, normalement, effectivement. Oui, c'est ça. Et donc, alors, vous l'avez déjà dit, je crois, votre SAD est constitué de
de 4 associations. Tout à fait. Donc tout ça, on l'avait dit. Quelles sont les valeurs de ce SLAD? On les a travaillés en équipe. On a dû constituer beaucoup de groupes de travail en fait avec les ADMR et notre SIAD pour réfléchir ensemble. Parce que demain, c'est le maître mot, c'est ensemble. Donc notre valeur principale, effectivement, c'est l'engagement. L'engagement aussi bien auprès de nos financeurs qu'auprès des usagers, des aidants et de nos salariés. L'idée est de promouvoir la bientraitance et de prévenir la maltraitance ordinaire. D'accord. Ça a été travaillé avec des salariés également, qui sont sur le terrain. C'était pas avec des cadres ou les présidents, etc. C'était avec des salariés. Oui, c'est important de savoir qu'il y avait des gens du terrain. Oui, vous avez raison. Des 2 structures, des 4 structures en fait. Oui, des 4 structures. Quand vous avez pendant les 5 ans, vous aurez à rendre des comptes à vos financiers, tous les ans, comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si ce sera tous les ans, mais après, ils peuvent venir contrôler pour vérifier qu'on a bien mis en place ce qui est attendu dans le cahier des charges. Alors, j'ai noté aussi que vous étiez au service de tous. Oui. Alors, ah bah oui. Toutes et tous, oui. Oui. De toutes et tous. Oui. Absolument. C'est pour ça que, d'ailleurs, on dit toujours toutes et tous quand on dit bonjour à tout le monde, toutes et tous. Ça, c'est important. Donc, c'est au service de toutes et tous, c'est-à-dire... On accompagne toutes les personnes. D'accord. Sans distinction d'âge, sans distinction culturelle, sans distinction de moyens, en sachant que ce que je n'ai pas précisé dès le début, c'est que les SIAD sont financés par la sécurité sociale. Donc, il n'y a aucun rapport financier, en fait, entre les bénéficiaires et nous. D'accord. Voilà, nous, on intervient sur prescription médicale uniquement. J'ai bien aimé aussi une image que vous avez passée, quelqu'un qui saute, qui fait tomber le 1 et qui laisse le possible. Oui. C'est-à-dire montrer que c'est possible. C'est ça, qu'il n'y a rien d'impossible, effectivement. On dit qu'impossible n'est pas français. Enfin, c'est ce que exactement. On dit, c'est notre traduction. C'est ce que vous avez appliqué dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez nous rappeler quels sont vos partenaires? Nos partenaires, ils sont nombreux. Oui. Alors, j'ai peur de froisser du monde si j'en oublie, parce qu'effectivement, on va intervenir avec tous les intervenants à domicile. Donc, ça va être les personnes, ça va même beaucoup. Vous les passer par catégorie, peut-être. Il y a les financeurs, les médicaux et les paramédicaux, les sociaux, les autres partenaires comme psychologues, CTAS, CLIC, d'Active, SAD, prestataires médicaux. Mais c'est vrai que si on commence à détailler, les financeurs peut-être. Juste, alors déjà, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et les communes. Sociaux peut-être, mais tous les paramédicaux et médicaux aussi. On risquerait d'en oublier, en fait, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes. En tous les cas, bravo pour regrouper tous ces partenaires, c'est important. On essaie d'en oublier personne, on a essayé. C'est un gros travail. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez souvent mis 3 petits points. Voilà. Pour ne froisser personne, justement. Pour dire qu'on en a peut-être oublié et qu'on s'en excuse par avance, mais effectivement, oui, on peut comprendre tout à fait ça, quoi. Alors, on va peut-être pas développer sur... Il y a un parcours bien particulier pour les bénéficiaires, mais si vous voulez en dire 2 mots, après, je peux l'expliquer succinctement, effectivement. Succinctement, si vous voulez. Si vous voulez, en fait, aussi bien l'ADMR ou non, allons recevoir une demande d'accompagnement. Oui. Cette demande d'accompagnement va être retransmise en fait aux personnes qui vont être en charge de l'évaluation. Donc pour l'infirmière coordinatrice pour le SIAD et pour les ADMR, ce sont les ATP, assistantes techniques de planification, qui vont aller faire cette évaluation. On va déterminer si le besoin est en aide, le besoin est en soins ou le besoin en aide et soins. Dans le cadre de la réforme SAD, si justement le besoin est en aide et soins, il y aura une évaluation commune, aussi bien ADMR que SIAD. Ça fait partie justement de notre cahier des charges. Donc ensuite, il va y avoir cette visite à domicile. De cette visite à domicile, l'ADMR va élaborer un plan d'aide et nous, un plan de soins. Après, le plan d'aide et le plan de soins pourront être communs. Donc, la visite à domicile se fait conjointement entre l'ADMR et le SIAD Si on a déterminé que c'était un besoin en aide et en soins.
D'accord. Si on détermine que c'est que de l'aide, le SIAD ne se déplacera pas. D'accord. Oui, Si oui. on voit que c'est que du soin, Logique. Bien Voilà. sûr. c'est l'aide. Tout à fait. Mais il peut y avoir des binômes. Comme tout Tout à fait. Voilà, Tout à fait. bien entendu. Et donc, du coup, une Pour fois... soutenir les unes et les autres. Oui, ça Et les c'est uns et les important, autres. bien sûr. Une fois ce plan d'aide et de soins élaboré, on va planifier les interventions et on va commencer l'intervention auprès des bénéficiaires. D'accord. Donc, l'organigramme, c'est pas nécessaire peut-être de rappeler On va peut-être l'organigramme. pas le détailler non plus Non, on complètement. va pas le Après, ça détailler, reste des associations parce que la DMR est aussi une association. Donc, vous avez aussi des conseils d'administration. Les conseils d'administration, eux, vont permettre de donner le plan de travail, entre Ouais. guillemets, les objectifs en fait que la direction doit mettre en place. Donc après, vous avez les pôles direction qui, finalement, eux, vont mettre en œuvre le plan d'action déterminé par les conseils d'administration. Après, vous avez ce qu'on appelle le pôle coordination. Donc, pôle coordination, ça va être l'infirmière coordinatrice d'un côté pour le SIAD, et ça va être les cadres de proximité et responsables d'entité pour les ADMR. Et ensuite, vous avez les pôles administratifs, donc avec les assistantes techniques de planification pour les ADMR et assistantes de direction chez nous. Et ensuite, le pôle intervention, donc intervenante à domicile pour les ADMR et aide-soignante et assistante de soins en gérontologie pour le SIAD. D'accord. J'avais noté que vous faisiez un repérage systématique donc des fragilités. Ça ne doit pas être évident de repérer les fragilités. C'est sur le terrain que c'est d'observer. Alors, comment le ça se repérage passe. des fragilités, on le faisait déjà, mais de manière moins formelle. Oui. On est obligé de repérer les fragilités. Évaluer les besoins déjà. Tout à fait. Et je vous donne un exemple. Là, c'est plus mon versant infirmier qui va parler. Ouais. Mais c'est vrai que si on a une personne qu'on voit effectivement un petit peu dénutrie, qui ne se mobilise pas beaucoup et qui a déjà des points de rougeur, on va avoir une petite alerte qui nous dit « Ah, il faut qu'on mette en place des choses pour le risque d'escar ». C'est quelque chose qu'on faisait déjà, de manière informelle. Demain, dans le cahier des charges, on nous impose, et c'est tout à fait légitime, effectivement, de tracer ce repérage fragilité. Donc, du coup, il va être mis dans l'évaluation à domicile commune qui a été co-construite entre les ADMR et les SIAD. D'accord. Enfin, vous le faisiez déjà. On le faisait déjà. En fait, on va... Ça va être formalisé. c'est Ouais, ça. ouais, On va c'est rendre ça, plus ouais. formel ce qui existait Ouais. déjà de manière informelle. C'est tout. Alors, on en avait parlé un tout petit peu, l'importance de l'accompagnement des aidants. Il y a des aidants qui peuvent craquer. Tout à fait. Il existe parfois des possibilités d'ailleurs de les faire souffler, je crois. Enfin, je veux dire, se reposer un petit peu pendant un temps, mais c'est pas évident. Et il y a un café des aidants, je crois. Enfin, bon, il y a des... Un café des aidants, c'est pas via notre association. C'est pas Non. votre C'est association. par le clic. C'est le CLIC, le C'est café le des clic. aidants. D'accord. Oui. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, on a un atelier d'aide aux aidants qui ressemble au café des aidants. Parce que l'idée, c'est de se réunir autour d'un café pour échanger Bien sûr. sur les C'est pour ça difficultés. que- Et, Café. Ou un thé. Voilà. Bon. ou un thé, voilà, ça dépend des Ou un jus de appétences de fruits. chacun. Ou de l'eau, tout simplement. Aussi. Mais par contre, j'ai entendu, comme tout le monde, des aidants qui parfois craquent. Et Bien avant les résultat, aider. Exactement. le SIAD peut se retrouver non seulement avec le patient qui est suivi pour l'aider à l'autonomie et à domicile, mais aussi avec l'aidant qui va craquer, quoi. Donc, Et ça, c'est un point c'est un point énorme. important, ça. hein. Très important. Très. Après, Ouais. on a des aides-soignantes, et j'en profite pour les remercier pour ça, qui sont très alertes sur la souffrance des aidants et qui vont rapidement nous remonter les informations quand elles voient qu'un parent, un enfant, est en état d'épuisement. Et nous, ça va nous permettre de mettre des choses en place. Alors, on ne peut pas tout solutionner, mais effectivement, on a donc cet atelier. On a aussi une psychologue qu'on peut détacher si la personne le souhaite. Oui. Et puis, on peut orienter vers le CLIC, effectivement, vers des associations. Enfin, voilà, on a des étudiantes qui sont très, très, très vigilantes par rapport à ça. Bon, je dois reconnaître, moi j'ai un vécu aussi avec ma maman qui a été suivie par le SIAD et j'ai beaucoup apprécié pour ma maman et pour moi-même aussi l'écoute qui a été faite. Et donc, en tous les Qui cas, est primordial. chapeau la pour santé ce que de vous tout le avez fait monde. et que vous continuez à faire et que vous continuerez à faire. Je leur Ce projet, transmettrai. le prouve tout à fait, quoi, tout à fait. Alors, bon,
la vigilance aussi vis-à-vis du vécu des salariés, parce que les salariés, les aides-soignants et autres qui travaillent, parfois aussi peuvent être fatigués, Tout à fait. je crois que ça demande aussi beaucoup d'attention, non? Ah oui, Mais bien sûr. aussi bien les étudiantes que les intervenantes à domicile. On essaie d'être au maximum alerte en fait sur leurs difficultés. On essaie de répondre dans la mesure de nos possibilités à leurs difficultés. Donc l'association met en place des formations, met en place des analyses de pratiques professionnelles pour des cas qui peuvent être un petit peu complexes. On essaie d'être à leur écoute. On est loin d'être parfait, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'elles ont un métier difficile. Elles sont seules à domicile. Elles travaillent les week-ends. Elles travaillent les jours fériés. Elles travaillent de coupure. Nous, on essaie de les valoriser au maximum. Mais bon, après, je laisserai Sylvie Flatteau vous parler de tout ça un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'elles ont besoin de plus de reconnaissance. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie? Moi, c'est là, à ce sujet-là, si on en parle vraiment maintenant, parce que pour moi, c'était ma conclusion, donc je vais la passer maintenant. Oui. Mais moi, j'ai un grand cri à pousser, un cri d'incompréhension, de révolte, et pour dénoncer le manque d'équité salariale qui existe aujourd'hui entre les aides-soignants, soignantes. La mise en place en 2021 de l'avenant 43 pour les salariés des SIAD dépendant de la convention BAD. C'est vrai que là, je rentre dans un petit truc un peu plus compliqué. Préciser, peut-être. La convention BAD, c'est une branche d'aide à domicile c'est comme toutes les associations, on a des branches, on travaille avec des conventions. Et là, nous, une convention, c'est une convention BAD. En sachant que l'ADMR est sous la même convention. Et voilà. Ça veut dire quoi, BAD? Branche d'aide à domicile. D'accord. Voilà. Et cette convention n'a fait que corriger, l'avenant 43, n'a fait que corriger un écart qui était déjà existant. Bien avant la mise en place, et c'est là où je veux en venir, de Ségur et du grand âge. À ce jour, il reste encore une différence de 275 € net mensuel minimum pour une personne à temps plein entre les salariés qui ont la convention BAD et les salariés sous d'autres conventions comme la convention 51 ou 52 ou encore les territoriaux et les hospitaliers. Ce qui représente quand même pour notre association aussi un frein lors des recrutements. Et pour conséquence, moins de personnes accompagnées, malgré une demande qui est toujours en hausse. Vous avez des difficultés de recrutement? Bien sûr, quand les personnes se présentent et qu'elles voient la différence de salaire qu'il y a. Parce que là, c'est un minimum. C'est selon après les indices, voilà. Mais ça peut aller jusqu'à plus de 300 €. Plus de 300 €. Qu'est-ce que vous voulez à l'heure actuelle? C'est énorme. C'est une différence énorme, en sachant quand même que ce sont quelquefois des hospitaliers et des territoriaux qui touchent ce plus, alors que nos salariés sont sur le terrain, à domicile. C'est quand même pour moi, c'est une difficulté supplémentaire. On n'est pas dans les hôpitaux, on est quand même en sécurité malgré tout. S'il y a le moindre problème, vous êtes entourés. Là, elles sont seules, face à leurs problèmes, seules. Je parle de la distance. Oui. Bien évidemment, elles préviennent après notre directrice, qui va évidemment essayer de pallier, aider. Mais il n'empêche que c'est une non-reconnaissance de leur travail que je ne comprends pas. Vous pensez que ça va évoluer on se bat pour ça depuis des années et c'est toujours pareil. On a eu l'avenant 43. C'est ce qui nous est répondu. Voilà. C'est ce qu'on nous répond. On a eu l'avenant 43, sauf qu'il reste quand même une différence. Comme ils ont mis en place le Ségur et grand âge, auquel nous n'avons pas droit, il y a quand même une différence de salaire qui est de minimum 275 €. Comment voulez-vous recruter? On ne peut pas faire face, nous. Donc, on ne peut pas, alors qu'on a de plus en plus de demandes, et on ne peut pas avoir de place supplémentaire parce que pas assez de personnel. Et par exemple, ce projet
est-ce qu'il permettrait de résoudre ce problème ou pas? Oh, je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux pour l'instant. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Non, c'est qu'on soit très clair. Hein. Inquiétant. On n'en entend pas parler du tout. Hein. Non, parce que ce projet SAD est national et il concerne donc tous les SIAD. Et comme disait Madame Flatteau tout à l'heure, les SIAD, il en existe sous plusieurs conventions. Il y a des SIAD qui sont de la fonction publique territoriale, donc qui font le même travail que nos aides-soignantes, nous, à domicile, ou que les intervenantes, parce qu'on parle des SIAD, mais c'est aussi les intervenantes à domicile de l'ADMR. Ils sont dans le même cas de figure. Et donc, sous autre convention, pour le même travail, elle touche 275 € en plus, voire plus. Donc nous, on a difficulté non seulement à recruter, mais aussi à fidéliser nos salariés, qui nous disent clairement, moi je m'en vais parce que je ne m'y retrouve pas financièrement. Bien sûr. Alors parce qu'à côté, je gagne mieux pour le même travail, mais qui sont capables de nous dire, par contre, si vous obtenez ces primes, je reviens chez vous. Il faut ça les veut tout dire. obtenir. Ça veut tout sûr. dire. Mais quoi faire? On ne sait plus. Nous avons toqué à toutes les portes possibles et imaginables. Notre fédération, l'UNA, a essayé aussi d'intervenir. Ouais. On attend, et ça fait des années de ça quand même. Et l'UNA, là, on ne sait plus quoi faire. L'UNA est intervenue, effectivement, oui, non, oui. Bien sûr. Mais ça s'arrête à ça. On nous a retoqué en nous disant, vous avez eu l'avenant 43. Il s'appuie toujours sur ça, l'avenant 43. Sauf que il reste une différence qui n'est quand même pas normale. Bien sûr. Qui ne se comprend pas. Bon, alors, là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. On revient sur le projet. Vous êtes dans l'attente, bien sûr. Ça, ce sont les perspectives, en quelque sorte. En attendant, vous continuez à exister et à faire... on continue à exister et on met en place déjà des actions dans le cadre de cette réforme SAD. On a des temps de coordination avec l'ADMR qui sont déjà planifiés pour 2026. Vous vous préparez déjà. Ah oui, on continue. Avec la fédération ADMR, parce que là, en fait, je vous parle des ADMR locales, mais on travaille aussi avec la fédération ADMR. On a des temps de travail pour travailler sur les outils communs qui sont planifiés aussi. Donc, on n'est pas seulement dans l'attente, en fait, de leur réponse. On continue à avancer. Puis, quelque part aussi, montrer que déjà, vous prévoyez, c'est déjà un bon point, quelque part, pour le futur, quoi. Sûrement, on peut dire ça. Quoi. Enfin, très souvent, quand on a des invités, on leur demande un message. On a déjà eu le message de Sylvie Flatteau par rapport au problème du personnel, qui est important. Est-ce que vous auriez, par rapport à nos auditrices et nos auditeurs, un message particulier à adresser? Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame Flatteau, parce que je la rejoins à 200%. Sans doute, bien sûr. Ça va être dans le même sens. C'est que moi, je tiens à saluer le travail aussi bien des aides-soignantes que des intervenantes à domicile. Parce qu'au-delà, effectivement, des contraintes horaires, elles sont confrontées à des violences, parfois physiques, parfois verbales. À des colères. On n'en parle pas beaucoup, exactement. Pourtant, si. Elles sont confrontées aussi aux colères parce que parfois, on a des bénéficiaires qui ne sont pas contents d'un horaire et du coup, elles sont en première ligne. Donc, c'est important de reconnaître effectivement leur travail et leurs difficultés. Voilà, je tenais à les saluer. Oui, mais ça, et moi également, parce que moi, je les admire et je suis admirative. J'ai eu l'occasion d'en accompagner. Je les ai vus aussi à l'œuvre aussi. Au tout début, quand je suis rentrée en fonction comme présidente, j'ai souhaité, on m'a accordé le droit d'aller voir comment ça se passait chez une personne, en respectant bien entendu son intimité. Oui. Mais ça m'a permis de me rendre vraiment compte du travail d'une aide-soignante à domicile, les difficultés. Moi, ça m'a profondément marquée. Et je suis révoltée vraiment, vraiment de voir le peu de reconnaissance qu'elles ont. Ce que vous disiez aussi. Vraiment, bien sûr. Franchement. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage et de force. Mentale et physique. Mentale ou de caractère, comme on dit, quoi.
pour endurer certaines choses. Situation. Alors ça peut être aussi un message aux aidants aussi, peut-être qu'ils peuvent aussi Ils savent, je pense essayer qu'ils de connaissent faire leur idée. mieux couler les choses, quoi. Ils connaissent bien leur idée, mais justement d'être peut-être plus tolérants envers l'aide-soignante quelquefois, parce que c'est pas forcément le cas. Ça, c'est important. Ils voudraient peut-être que ça soit la même chose, mais ils sont là pour faire des actes aussi techniques, bien entendu humains, dans l'humanité la plus profonde évidemment, mais c'est quand même, elles peuvent pas avoir ce côté d'affect. Elles sont des professionnelles. Elles sont là pour faire un travail aussi. Donc il faut que les dents comprennent que quelquefois ça peut être peut-être difficile pour l'un et pour l'autre. Une toilette peut être difficile. Voilà, c'est pas fait par c'est technique. C'est une de nos valeurs, effectivement, la réciprocité. Et effectivement, il faut, on est en mesure d'identifier et de soutenir au maximum les aidants. Et c'est vrai qu'en contrepartie, alors ils nous doivent rien. C'est pas question de nos devoirs, c'est une question de savoir-être en fait, de savoir accueillir les soignants qui interviennent, qui prennent pas sur leur temps, parce que c'est leur travail, mais qui font qui ont des contraintes en fait par rapport à leur emploi du temps, que le métier n'est pas facile, et on attend aussi peut-être d'eux effectivement de les accueillir. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que les aides-soignantes ne sont pas au temps passé. On n'est pas rémunérés, nous. Elles ne disent pas à telle heure, je dois partir. Et c'est pas de quart d'heure en quart d'heure, demi-heure en demi-heure. Elles sont là pour s'occuper entièrement et pleinement de la personne. Elles ne s'occupent pas de savoir si ça prend une demi-heure, si ça prend 3 quarts d'heure, si ça prend plus. Elles vont prendre leur temps. C'est ça aussi, c'est ça la différence aussi qu'il y a peut-être avec des aides à domicile qui sont là, malheureusement, elles au temps. Je crois qu'on peut dire aussi que le choix de ce métier, qui est dans l'humain, c'est pas seulement réparer une chasse d'eau, c'est carrément être en contact avec l'être humain, et c'est avoir la volonté de vouloir l'aider, lui permettre le plus possible d'être autonome. Et ça, c'est important. Surtout. Oui, surtout de rester chez lui. Pour rester chez lui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est là la demande principale. Les équipes ne sont pas là pour faire effectivement à la place d'eux. Oui. On est là pour optimiser en fait l'autonomie encore existante. Pour potentialiser ce qu'il reste. Tout à fait. Ou ce qu'il est possible encore d'utiliser pour être autonome chez soi. Tout à fait. Ça, c'est important. Alors, je crois qu'on a 2 messages qui sont très, très importants. Alors, moi, je voulais conclure simplement en disant que la durée de vie s'allonge. Alors, est-ce qu'elle s'allonge maintenant, la durée de vie ? Parce qu'il paraît qu'elle plafonne, je ne sais plus, avec des pathologies et des handicaps qui apparaissent plus tardivement, en tout cas. C'est-à-dire qu'on vit peut-être un peu mieux, quand même. Plus longtemps, je ne sais pas, mais peut-être un peu mieux. Non ? Plus longtemps. Plus longtemps, quand même. Parce que je croyais que c'était en baisse. C'était en plateau, disons. Oui, peut-être en plateau, plutôt, mais pas en baisse. Nous, l'espérance de vie, effectivement, qu'on évalue chaque année, est en plateau. Ouais. Plateau, oui. Alors, il est essentiel de développer un service favorisant, comme vous l'avez dit, l'autonomie à domicile, afin d'éviter un afflux de personnes âgées dans les structures. Et puis, de toute façon, les individus, les personnes ne le souhaitent pas. Non, ils souhaitent rester chez eux. Oui. Le plus longtemps possible. Absolument. Ce qui fait par contre que c'est vrai que dans les EHPAD, on retrouve quand même des personnes de moins en moins autonomes et de plus en plus avec des besoins différents. Oui. Vraiment différents, plus dépendantes, quoi. Oui, mais on les a amenés au bout du bout de leur autonomie à domicile. C'est ça. Ça, c'était quand même important, quoi. Et donc, comme on l'a dit, les Français demandent de plus en plus cela, à l'heure où... Alors, c'est vrai qu'avant, moi, j'étais un peu dans le Berry, ou dans les milieux très ruraux, aussi en Bretagne, c'est pareil. Avant, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout le monde était ensemble. Et donc... c'est fini, ça.
c'est fini, comme dit Sylvie. Et donc maintenant, il faut y pallier. Et en l'occurrence, des structures comme la vôtre le permettent. Je dirais qu'elles remplacent pas la famille, mais elles permettent en tout cas que cette autonomie perdure à domicile. Ça, c'est quand même important. Et puis, comme disait un proverbe, ça permet aussi d'ajouter de la vie aux années et pas seulement des années à la vie. Et ce projet, quelque part, le permet. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. C'est une phrase qui est très belle pour moi. Belle phrase. Hein. Ajouter toujours de la vie aux années. Et c'est de qui ? Je crois que c'est un proverbe chinois, mais quelqu'un qui s'appelle Auguste Ambroise, je me permets de dire son nom, on le disait souvent dans le cadre d'animation que je fais parallèlement dans le cadre des ateliers entraînement cérébral avec les personnes âgées, ajouter de la vie aux années. Et donc ce projet, en tout cas, va dans ce sens tout à fait. On vous remercie pour nos auditrices et nos auditeurs et leurs parents et leurs grands-parents aussi. Merci beaucoup et on vous souhaite à tous, en tous les cas, et toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos enfants et de vos aînés aussi. À très bientôt. Merci Sylvie, merci Amélie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.